Bon, bienvenue à Curieux Rivard, épisode Mon papa. Mon père, Jean Rivard, très content. Curieux Rivard, je suis sur la chimie alimentaire. Ceux qui ont déjà écouté un Curieux Rivard sur la chimie alimentaire que j'ai fait, on a fait combien de temps? Ça fait genre... Ça fait peut-être 2 ans déjà. Ouais, 2 ans. Oui, c'était avant la pandémie. Ouais. Oui, ça fait au moins 2 ans. Ouais. Puis le monde avait vraiment aimé ça. Je pense que t'avais vu les commentaires. Oui, ça avait été le fun, effectivement. Expliquons un peu ton background. T'as une formation en sciences, technologies agroalimentaires. Sciences, technologies, des aliments. Des aliments, pardon. Il n'y a pas beaucoup d'agro dans ma formation. Ouais, mais à l'université, moi c'était... C'est la faculté d'agriculture, oui, effectivement, mais il n'y avait pas d'agro dans notre formation. C'était alimentaire, c'était sciences alimentaires. OK, fait que moi, la formation que j'ai faite, c'était sciences et technologies des aliments. Exactement. Ah, j'ai fait... Ça n'a pas été assez longtemps pour retenir le nom. Garde, j'ai un peu lâché le bac pour faire des jokes. OK? Je ne regrette rien. Regarde où ça m'a mené. J'avais 3,5 avec un podcast. T'es-tu fier de moi? Très fier de toi. Merci. Sinon, je serais dans un lab à faire des saveurs de chips. Fait que, donne-moi un break. Puis t'auras pas été à ta place, mais pas du tout. Non, je sais. Tu y croyais pas, hein? Non, j'y croyais pas, effectivement. T'es bien plus à ta place, là, aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que j'annonce à mon père, moi, que je faisais... J'allais, ouais, je vais lâcher le bac en sciences, puis je vais faire des jokes, puis t'étais comme, OK, ouais, ben, ça fait 3 ans que je te dis que ça n'a pas rapport que tu veuilles faire ça, puis que t'as pas ta place là-dedans. Moi, j'étais comme, non, c'est ça que je veux faire. T'es comme, hey, vas-y, tête de cochon, là, jusqu'à... J'étais pareil comme ça à cet âge-là, moi aussi. Ouais? Ben oui. On est tous comme ça à cet âge-là. Ouais. Mais j'ai fait de bons choix. Je l'ai fait tôt, au moins. Moi, j'ai pas cherché trop longtemps. Tôt, mais trop tard d'une couple de semaines. Oui, c'est vrai, OK. On va le dire en début d'épisode, avant de rentrer dans le thème. J'avais un flottement de peut-être 2-3 semaines où je pouvais annuler ma session et que ça coûte pas la session au complet, ça soit pas chargé. T'sais. Et à ce moment-là, évidemment, c'est pas moi qui payais mon université parce que papa était assez gentil pour faire garde. Il m'a payé tes études. Et il me disait là, si t'aimes pas ça, pis arrête là avant que ça me coûte de quoi. T'sais. Puis j'ai fait, oh ouais, inquiète-toi pas. Puis finalement, j'ai lâché comme 2 semaines après la date où il a fallu qu'il paye la session au complet. Pour après ça lui annoncer que j'allais à l'école de l'humour. Puis il était comme, mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. Regarde, je m'en suis sorti pas pire. Ben oui. Et là, aujourd'hui, on fait un épisode sur la chimie des aliments. Qui était, là, t'étais à la retraite depuis un moment. Depuis quelques années. Mais t'as pas oublié. Mais j'ai pas tout oublié. J'ai pas mis mon cerveau à off tout de suite. Exact. Et, ça s'en vient, par contre. Hein? Ça s'en vient, par contre. Bon, ben, maintenant, tu vas décrocher. Non, c'est pas... J'aime encore ça. C'est encore une... c'est encore une partie de ma vie, effectivement, une grande partie de ma vie. Ouais. Ben, t'as combien de temps t'as travaillé là-dedans? Ben, j'ai sorti de l'université en 79. OK. Puis j'ai arrêté il y a une couple d'années, ça fait que un bon 40 ans. Ah ouais. Puis, les secteurs dans lesquels tu as travaillé, principalement, c'est quoi? Au départ, c'était en contrôle de la qualité dans une entreprise de transformation de volailles. OK. Pendant 4 ou 5 ans, mais j'aimais pas beaucoup le contrôle de qualité. J'aimais mieux aller du côté créatif de la recherche et développement plutôt que côté policier du contrôle de la qualité, qui est moins ma personnalité. Et puis, j'ai eu l'opportunité de joindre une compagnie d'ingrédients, de fournisseurs d'ingrédients, qui travaillait dans tous les domaines de l'industrie, mais principalement des charcuteries, des viandes, des transformations des viandes, des assaisonnements, des machins comme ça. Et puis, de travailler avec la recherche et développement de nos clients pour développer des nouveaux produits. Puis j'ai élargi ça à l'industrie laitière, à l'industrie de la boulangerie, à d'autres types d'industries, la fourniture d'ingrédients, en arrivant dans ce monde-là, parce que je connaissais ces secteurs-là aussi. Okay. Fait que Donc c'est plus stimulant, c'est plus créatif aussi, j'imagine? Là, Oui, ben c'était beaucoup plus de la créativité. Ma créativité, disons, était plus... mise en valeur. Mise à contribution que le seul contrôle de qualité que j'aimais moins. OK.
Nice. Donc, on a demandé des questions aux gens sur Internet parce que on voulait pas répéter les trucs qu'on avait dit dans le dernier épisode. On avait couvert quand même pas mal de trucs. Ouais, avec Hélène. Hélène. Qui avait été une contributrice extraordinaire. Ah, c'est vraiment une bonne vulgarisatrice. Oui, tout à fait. Ça fait un bout que je te parlais, puis je t'achalais, puis je te disais, hey là, faudrait qu'on refasse un épisode. Puis là, la pandémie, puis on n'avait pas le droit de se voir, puis ça fait un bout qu'on s'était pas vu. Je m'ennuyais de toi. Et là, je me suis dit, je vais profiter de toi. Je vais profiter du fait que tu veux qu'on se voit pour faire un épisode. Je vais profiter de ça. Il y a plein de gens qui ont posé plein de bonnes questions. Oui. Et je t'ai envoyé des questions pour être sûr que tout était correct. Et dans le fond, commençons comme ça. Il y avait Gabriel Saint-Pierre qui voulait savoir une question qui se pose très bien à n'importe quel spécialiste, mais toujours intéressante. À quelle problématique a-t-il été confronté dans le cadre de sa carrière pour laquelle la solution trouvée a été la plus inattendue ou a mené à d'autres débouchés imprévus? Juste une solution dont il est fier. Quelle a été l'histoire? C'est quoi l'élaboration de la mise en place? Quand j'ai vu cette question-là, j'ai trouvé ça bien le fun. Puis ça m'a rappelé un événement très particulier. Un dossier sur lequel j'ai travaillé pendant 8-10 mois, si c'est pas plus. Je fournissais un ingrédient laitier, en fait, c'est à base de lactosérum et de différentes protéines végétales, qui remplaçait le lait en poudre pour réduire les coûts chez un fabricant de gâteaux. OK, parce que le lait en poudre, ça coûte cher. Le lait en poudre, le prix, quand on entend parler des prix fixés, là, du contrôle de l'offre. Et puis, c'est le lait en poudre, le prix est fixé par le gouvernement, tandis que le produit que je faisais utilisait des sous-produits laitiers et des protéines végétales qui arrivaient on arrivait à fournir ce produit-là à peu près la moitié du prix du lait en poudre dans une formulation, ce qui était majeur comme économie pour l'entreprise en question. Et puis un jour, on s'est retrouvé sans raison que les gâteaux s'effondraient. Ça gonflait à la cuisson, puis pouf, il s'écrasait au centre. Ça fait que l'ingrédient ne fonctionnait plus. On avait réussi, chez le fabricant, il avait réussi à identifier que c'était mon produit qui causait ça. Après ça, on a décortiqué mon produit, puis on a cherché, on a fait des dizaines d'analyses pendant des mois, des tests, des ci, des ça, en production. On ne trouvait pas. Puis un jour, je vais voir mon fournisseur de lactosérum, qui est une grande entreprise fromagère, laitière au Québec. Je m'en vais voir le directeur de recherche et développement, qui était un monsieur qui est à la retraite lui aussi aujourd'hui. Et puis, on cherchait. Puis, on trouvait pas de raison. Puis, il me dit à la fin de la rencontre, il dit « Ça te tente-tu de venir visiter notre nouvelle usine? » Il dit « On a une nouvelle usine, puis on a un coagulateur automatique pour faire le cheddar, puis c'est très nouveau, c'est très innovateur. » Ah, j'ai dit « Ben oui, j'aimerais ça y aller. » Fait qu'on s'habille, puis on met tous nos costumes de scaphandrier pour rentrer dans l'usine, puis on rentre dans l'usine, puis on arrive à côté du fameux coagulateur à un moment précis où l'employé, il prend une chaudière, il ouvre le couvercle de la grosse patente, c'est une grosse machine, là. Il prend une chaudière qui est à côté, en plastique, puis il dompe ça dans la machine. Là, je regarde mon gars, le directeur de R&D. J'ai dit, c'est quoi qu'il vient de mettre là-dedans, là? Il dit, je le sais pas. Fait qu'on va voir l'employé. Ils m'ont dit, c'est quoi que tu viens de mettre dans la chaudière? Ah, mais ça, c'est parce que la grosse Bertha, il l'appelait la grosse Bertha, la nouvelle machine. OK. Ça faisait de la mousse. J'ai dit, oh. J'ai dit un mot d'église. Et puis là, je venais de trouver la cause de mon problème des 14 derniers mois, probablement. En fait, c'était un anti-moussant, donc brisait l'émulsion. Puis la protéine de lait, une fois brassée, fait de la mousse. Et la mousse, c'est ça qu'on veut quand on fait un gâteau. On fait un gâteau. On ne veut pas que l'émulsion soit brisée. Fait qu'il y avait des résidus d'anti-moussant qui brisaient l'émulsion, qui scrapaient mon produit. On serait passé 1 minute avant ou 1 minute après, on n'aurait jamais trouvé
la raison, la cause du problème. Ouais. Un coup de chance. Puis Puis je l'ai trouvé. Ça fait que ça a été, pour moi, ça a été un fait d'armes qui fait que, comment dire, la connaissance scientifique m'a fait allumer sur le fait qu'il ajoutait un ingrédient qui avait pas de raison d'être là. Ouais. Puis qui a causé le raisonnement qui a fait qu'on a trouvé la solution. 14 mois à gosser là-dessus. Puis des dizaines, probablement des centaines de milliers de dollars de coûts additionnels pour le client final. Des centaines de milliers de dollars de perte de vente. Uh-huh. Fait que c'était un gros problème. C'était un gros problème. C'était un problème qui coûtait beaucoup d'argent. Puis cet appel-là au client, il devait être le fun. Oui. D'ailleurs, le client en question a fait l'objet dans le journal de la compagnie d'un article dithyrambique qui avait trouvé la solution. Évidemment, c'était pas lui qui l'avait trouvé, mais ça faisait partie du fait que moi, j'étais un fournisseur et puis que c'était pas à moi de prendre le crédit de ça. Oh, wow! J'adore ça. Pour vrai, mais c'est ça que j'aime, parce que, tu sais, moi, évidemment, tu me parles de ça depuis que je suis petit, là. Moi, depuis que je suis petit, que je rentrais dans l'auto, puis ça sentait les épices, puis... Parce que quand t'es petit, ton père travaille dans une usine, puis là, t'es comme... C'est plate, mais plus je vieillissais, plus j'avais des questions, puis plus je trouvais ça le fun, puis c'est des trucs qu'on avait déjà couverts dans le dernier épisode, mais pourquoi le jambon est rose à l'épicerie, puis des affaires de même, puis comment choisir du poulet... Comment choisir du jambon, mettons, quand tu achètes des viandes froides, là? Tu sais, le 21% de protéines, 19%, 16%, puis c'est juste shooté à l'eau, puis... C'est une question de goût aussi, là, de goût et de coût. Mm-hmm. Mais ça, je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça le fun qu'on puisse encore en partager plus, parce que les questions étaient super bonnes, fait que j'ai le goût, pour la structure de l'épisode, de passer à travers les questions qu'on a reçues. Allons-y. Puis de juste donner full d'informations. D'ailleurs, il y a Yannick, qui est sur le Patreon, qui a eu, je pense, il a passé un examen, où il a répondu à une question d'examen dans un cours qu'il fait sur... parce que Yannick, je pense qu'il y a une ferme, là. Puis là, il fait je pense qu'il fait des cours de MAPAC, des cours comme ça. Puis grâce au dernier épisode, il y a quelque chose que tu avais dit, puis il a fait, j'ai eu des points pour une question à cause que j'avais écouté l'épisode, puis je pouvais répondre à ça. Ah oui, je trouve ça super cool. Ouais, vraiment. J'adore avoir les témoignages des gens suite aux épisodes. Il y avait Anaïs Gingras qui veut savoir pourquoi le steak haché à l'épicerie est souvent rose autour et gris au centre. C'est la couleur rouge vient de l'hémoglobine. OK. Du sang de la viande. Et puis, quand c'est brun, c'est de la méthmyoglobine. Donc, la forme oxydée. OK. Puis c'est réversible, en fait. Tu la remets en présence d'oxygène, la partie brune, puis elle va redevenir rouge. Ah ouais, OK. Fait on pense que c'est pas bon, mais mettons que j'achète un paquet de viande hachée, puis que c'est rouge, puis qu'il est au centre, je l'ouvre sur le comptoir, puis je la laisse là, ça va redevenir rouge? Oui. Sauf si elle est un petit peu trop fatiguée, là. OK. Ça peut être brun par contamination bactérienne, là, parce que la viande est trop vieille. Parce que du bœuf haché, tu peux pas garder ça bien longtemps, là. Surtout quand ça vient des supermarchés. Ça a été fait dans une usine il y a déjà une couple de jours. Tu l'achètes puis tu le consommes dans les 24 à 36 heures suivantes, là. OK. Puis pourquoi ils disent que tu peux pas décongeler, recongeler la viande hachée? Ben, décongeler, recongeler, en fait, c'est beaucoup plus dans la gestion de la décongélation puis de la recongélation. Tu peux le faire. OK. Mais ce que tu peux pas faire, c'est décongeler pendant 2 jours, le garder pendant 2 jours, puis là, le recongeler. En le recongelant, après tout ce temps-là, tu rajeunis pas ta viande, là, est déjà contaminée et plus bonne, là. OK. Fait qu'elle Tu sais, la recongélation n'est pas une fontaine de jouvence, là. OK, ouais. c'est un peu ça, là, que si tu y vas avec discernement, tu peux décongeler et recongeler. Okay. Mais en la décongelant, tu accélères le vieillissement. Oui. Plus tu attends, plus tu recongèles une version plus vieille de ta viande. Tu recongèles une version détériorée de ce que tu avais à l'origine.
Fait que si tu fais ça 2-3 fois, ben là, t'es un petit peu dans le trouble. Là. OK, c'est ça. Je comprends. Est-ce qu'on devrait éviter de manger la croûte des fromages cirés? Tu sais, ceux que la cire s'enlève pas facilement. Euh, Normalement, cette cire-là est comestible, mais pas bien bonne. Moi, j'ai tendance à ne pas la manger. Puis, il faut faire une distinction avec des croûtes lavées, comme les croûtes de fromage au coq. Ça a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de problème non plus à manger la croûte cirée, là. À moins, pas la croûte des Baby Bell, là. C'est de la cire d'emballage, là. Déballe-le, là, ouais. Il faut que tu le déballes. Mais ceux comme un Saint-Paulin qui a de la cire, moi, je n'ai pas tendance à manger ça parce que c'est pas bon. C'est juste pas bon, mais c'est pas nocif. C'est pas toxique, là. C'est une cire qui est comestible. Mais ils doivent pas se permettre de mettre quoi que ce soit qui est nocif aussi près de la nourriture. Ils peuvent pas faire ça. Ben non. Parce que tous ces ingrédients-là sont pré-testés, pré-approuvés avant d'être autorisés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou c'est Santé Canada, je pense. OK. Fait que ça s'assure que si quelqu'un en mange par inadvertance, c'est pas... Ben non, c'est pas poison. Hein, c'est ça. Puis les tests sont assez rigoureux, j'imagine. Là, oui. La plupart de ces ingrédients-là, de toute façon, sont approuvés et testés depuis des décennies. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients nouveaux qui arrivent sur le marché. Là. OK. Puis quand il en arrive, ben, ils sont bien vérifiés avant d'être approuvés. Okay. Ça se fait pas overnight. Là. Ça prend des années avant de faire approuver un ingrédient nouveau. Fait que ça doit être dur d'avoir un start-up dans ce milieu-là. Ah oui. Faut avoir les reins solides. Là. Avant de pouvoir mettre en marché, t'as comme beaucoup de temps. Beaucoup d'étapes et de temps. Okay. Effectivement. Est-ce qu'on devrait laver nos fruits et légumes ou ça sert à rien? Ben oui, il faut les laver, les fruits et légumes. Les conventionnels pour enlever des traces, des résidus de pesticides qu'il pourrait y avoir. OK. Puis les bio, sont cultivés avec souvent des fumiers. Donc, raison de plus de les laver comme il faut avant de les consommer. C'est ça. c'est soit des pesticides, soit du caca. Okay. C'est ça. C'est un ou l'autre, là. Fait que tu choisis ton poison. Mais faut les laver comme il faut, effectivement. Puis c'est niaiseux, mais moi, je sais pas comment laver un fruit ou légume. C'est quoi? En dessous de l'eau. Juste en dessous de l'eau? Fait que c'est rincé? C'est rincé. Oui, pas avec du savon. Là. C'est ça. C'est ça, non, mais déjà en dessous de l'eau, c'est suffisant. C'est très acceptable. Ça enlève le plus gros, effectivement. Fait que juste de l'eau, ça va enlever des pesticides ou des matières... oui. J'allais dire fécales, là, mais tu sais, du fumier, maintenant. Ouais, c'est pas aussi direct que ça, là, mais parce que c'est lavé au moment de la récolte aussi. Là. OK. C'est rincé, mais pas toujours. Tu sais, les problèmes de laitue romaine en Californie, là, c'était ça le problème. C'était quoi le problème? Il y avait c'était de la salmonelle ou du E. coli? Du E. coli, je pense. Moi, je pense que c'est E. coli, oui. Je pense que c'est du E. coli. Et puis, c'était les fermes de production de laitue étaient adjacentes à des fermes bovines. OK. Fait que c'était des excréments bovins qui contaminaient les laitues. Mais tu sais, des laitues, c'est plus difficile à laver. Il faut que tu laves chaque feuille. Ouais. C'est moins facile. Puis, faisais-tu des rappels dans ce temps-là? Ah oui, il y a eu des rappels. Il y a une couple d'années. Là. Ça fait pas très longtemps. Il n'y avait plus de laitue romaine sur les tablettes. C'était à cause de ça. En plein hiver, ça venait de Californie, puis tout était gelé là, pendant plusieurs semaines. Simon Tremblay veut savoir, presque tous les produits transformés que j'achète ont de la léticine de soya. À quoi ça sert et est-ce que c'est vraiment nécessaire comme ingrédient? La lécithine, c'est un émulsifiant. OK. C'est un émulsifiant, puis dans beaucoup de produits, ça va améliorer la texture, le mouthfeel, la sensation en bouche du produit. Ça va conserver le gras et les composantes non gras
ensemble. En les liant. En les Non, liant expliquons, ensemble. c'est quoi un émulsifiant, là? Ben, un émulsifiant, c'est une molécule qui est polarisée à un bout puis non polaire à l'autre bout, de la même manière qu'un savon, en fait, Mhm. qui va retenir des produits qui sont lipophiles sur la partie Non polaire. non polaire et des produits hydrophiles dans la partie polaire. Donc, Ça va les lier ensemble. C'est exactement la même façon le même mécanisme liaison. de liaison que du savon. Quand tu te laves les mains et tu t'enlèves le gras sur les mains avec du savon, c'est exactement la même chose. Moi, je l'explique avec du jaune d'œuf dans une vinaigrette, de l'huile, puis du Ah, bon. vinaigre. Dans le fond, c'est tout ce qui est non polaire, fait que des gras, l'huile et compagnie, puis tout ce qui est polaire, le vinaigre, de l'eau, des trucs comme ça. Fait que c'est... Puis un des trucs classiques pour faire une vinaigrette, justement, huile et jaune d'œuf, c'est de rajouter un peu de moutarde. OK. La moutarde étant un très bon émulsifiant, ben, ça te fait une vinaigrette qui tient là. OK, fait que si tu mets de la moutarde, ça remplacerait le jaune d'œuf. Ça va aider le jaune d'œuf à se lier avec l'huile. Ça va amplifier l'effet émulsifiant du jaune d'œuf. Puis retenir ta vinaigrette sans qu'elle se sépare pendant un bout de temps. Fait que la létine de soya, Ça fait le même... Ça fait le même job, effectivement. ça fait que tout pogne en pain puis ça se sépare pas par la suite. Oui, c'est ça. Ça va faire, pas nécessairement juste au niveau des vinaigrettes, mais ça peut être au niveau de certaines pâtisseries, ça peut être dans d'autres produits aussi. Là. OK. Nice. Fred Forget, est-ce qu'il y a des produits qu'ils vendent à l'épicerie que ton père n'achètera jamais dû à la méthode de fabrication, de transformation ou autre? Non. Non? Non, il y a des produits que j'aime pas. Là. Il y a des produits Okay. que je trouve qui sont... je sais pas, moi, des Fruit Loops ou des affaires de même. Je trouve que ça a pas... les saveurs n'ont pas bien de bon sens. Mais non, dû au procédé de fabrication, non. OK. T'es trop au courant, fait que tu sais que... Je suis confiant. À part mettre plus de poids et donc plus de profit, pourquoi ils injectent de l'eau dans du poulet? Ouais, il y a deux façons d'injecter de l'eau dans du poulet. Premièrement, on en avait parlé la première fois. Le poulet, quand il est abattu, il est à température du corps du poulet, évidemment, 37-38 degrés, j'imagine, dans le poulet. Là. Il faut refroidir la carcasse. Il y a deux façons de refroidir la carcasse, soit dans de l'eau, dans une saumure, ou soit à l'air. Okay. Si on choisit la méthode traditionnelle qui est à l'eau, le poulet va prendre à peu près 6% de poids en eau. Il va absorber Il l'eau? va absorber l'eau. Okay. Donc, c'est du rendement supplémentaire. Puis l'autre façon, c'est carrément un poulet refroidi à l'air, d'y injecter avec un système multi-aiguille, une saumure. Eau, sel, phosphate. Une saumure, ce que ça fait, c'est pour le conserver, l'aider à se conserver? Ça va augmenter le poids, effectivement. Puis ce n'est pas uniquement négatif, ça. Dans certains cas, pour moi, si c'est bien fait, si c'est fait à outrance, là, 60% d'eau, ça fait de la boîte. C'est rien d'intéressant. Puis ça, c'est juste pour vendre pas cher. Du poulet, de la poitrine de poulet pas cher. OK, mais quand t'as fait cuire, tout ça, ça s'en va. Puis ouais, où il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de texture, c'est pas agréable. Par contre, si c'est fait de façon raisonnable, à mon avis, ça augmente la qualité du poulet. Parce que moi, j'aime pas tellement la poitrine de poulet sèche, là, trop. Mm-hmm. Si c'est bien dosé, 10-15%, tu vas avoir un produit plus moelleux, plus agréable en bouche, si c'est bien fait. OK. Et puis, souvent, c'est bien fait. Le glutamate monosodique. Je viens de voir sur Internet, on dit du glutamate qu'il a un effet neurotoxique pouvant provoquer des maladies telles que l'Alzheimer ou le Parkinson. Stimulation de l'appétit. Le glutamate agit dans le centre de contrôle de l'appétit. Il augmenterait l'appétit et serait ainsi en partie responsable du surpoids. Si tout cela est vrai, pourquoi il y en a partout? Il y en a presque plus partout. Moi, dans les dernières années que je travaillais, tous les clients nous disaient « Enlevez-moi le MSG ». OK. Oui.
Mais l'élément neurotoxique, là, ça relève un petit peu plus du complot que de la réalité, à mon avis. OK. Au niveau de l'augmentation de l'appétit et du surpoids, il faut comprendre que le MSG est un rehausseur de saveur. OK. Fait que si le produit est plus bon, ben tu vas peut-être en manger plus puis grossir un peu plus. OK. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, plus que d'aller sur le site de l'appétit. Là, C'est quoi quand tu dis que c'est un rehausseur de saveur, ça agit sur quoi? Pourquoi ça rehausse les saveurs? En fait, c'est la fameuse 5e saveur. Tu sais, les 4 saveurs de base, c'est salé, sucré, acide, amer. Mm-hmm. Le 5e, c'est l'umami. Oui, l'umami. L'umami. Ouais. Le MSG, c'est l'umami, puis ça vient d'Asie aussi. Là. Okay. En fait, pourquoi le MSG est devenu sur l'écran radar, c'est que ça engendrait ce qui a été appelé à l'origine le syndrome du restaurant chinois. Les fameux buffets chinois utilisaient énormément de MSG pour rehausser les légumes. Tu sais, les légumes sautés qu'il y a dans les buffets chinois. Mm-hmm. Et puis, ils surdosaient, là. Puis il y a des gens qui étaient un petit peu intolérants à ça, qui avaient des maux de tête liés à ça. Ce qui a commencé à donner, ce qui a été la bougie d'allumage pour donner mauvaise presse au MSG. Okay. Ça, c'était dans les années 60-70. Mais ça s'est amplifié jusqu'à... C'est un ingrédient qui est qu'on utilise très très peu maintenant là, dans les formulations. Les gens ne veulent plus en avoir, les compagnies, les entreprises ne veulent plus en avoir. Okay. C'est pour ça que j'étais un petit peu surpris qu'ils disent qu'il y en avait beaucoup. Là. Il y en avait partout, parce que moi, dans les derniers 10 ans que j'ai travaillé, on ne voulait plus avoir ça, ces ingrédients. Tout le monde voulait s'en débarrasser. Oui, c'est ça. On remplaçait par des nucléotides, en fait. Ça c'est des ING, inosinate et guanylate. Mm-hmm. L'inosinate et guanylate, c'est des sels, des composantes de l'ADN. OK. C'est assez flyé. Mais c'était la même chose que le glutamate monosodique. Faut aussi comprendre que le glutamate monosodique, c'est un sel d'acide glutamique. Okay. L'acide glutamique, c'est un acide aminé. Les acides aminés il y en a 22, je crois, de mémoire, hein? 22, 23, qui composent les protéines. Les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Mais l'acide glutamique est probablement la responsable de 60-70% des protéines. OK. C'est probablement l'acide aminé le plus répandu dans les chaînes protéiques. OK. Puis ça, ben, de mettre ça dans... Parce que moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est l'umami. Tu sais, je peux identifier les 4 autres saveurs, là, tu m'as nommé, mais l'umami, mettons, pour les gens qui l'écoutent, là, mettons... Comment je l'identifie? Dans quoi je croque que je fais OK, ça c'est l'umami? Est-ce que parce que je peux les bouillons de bœuf genre Beauvril. Là. OK. Tu vois, ça t'as un fort umami là-dedans. OK. J'essaie de voir. Ouais, c'est ça, parce que c'est plus dans les viandes? Oui, c'est beaucoup dans les viandes que tu vas les viandes ou les assaisonnements. La sauce soya. OK. C'est beaucoup asiatique. C'est quelque chose qui vient de l'Asie, là. Ce concept-là de saveur, là. OK. Puis on devient vraiment addict à ça. Genre on le reconnaît, puis on le recherche. C'est pour ça qu'on en mettait partout du mono... Je sais pas comment le dire. MSG. Ça va être ça. Du glutamate monosodique. Merci. MSG, c'est en anglais. Ouais, il y a des termes des fois là, que je peux pas te sortir, faut que je les lise. Il y avait JP Henson qui voulait savoir l'utilisation de la gélatine de porc dans les jujubes. Où est-ce qu'il y en a ailleurs? La gélatine de porc, il y en a eu à une certaine époque dans
dans les yogourts. Mais maintenant, il n'y en a plus. Tout ça, ça a été remplacé par des pectines, par des amidons. Beaucoup parce que beaucoup de produits devaient être kosher. Ah, OK. Puis évidemment, le porc cachère, on dit en français, le porc peut pas être cachère. Mm-hmm. Donc, ça a été la gélatine de porc, qui était un ingrédient très utile, a été remplacé par d'autres choses, des amidons modifiés, des pectines. Il y a des gélatines de poisson. OK. De poisson aussi qui remplacent, qui sont cachères de mémoire, là. Mais je peux me tromper, ça je suis moins sûr un peu, là. Mais c'est purement pour ouvrir ce marché-là, puis pouvoir, dans le fond, avoir un plus gros marché cible qu'on enlève, mettons, la gélatine de porc, parce que ça rend ça il y cachère, a beaucoup ça rend ça d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent que leur produit fini soit cachère. OK. Pas nécessairement parce que c'est qui s'adresse à un milieu juif, là. C'est principalement parce que, surtout dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, dans le Canada anglais, la perception du public est que si c'est cachère, c'est meilleur. Ah. On n'a pas ça au Québec, là. Dans la culture québécoise, c'est pas... on sent pas ça, là. On n'est pas conscient de ça. Mais tu vas voir des produits comme... La plupart des produits de craft sont kosher. Okay. De beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises multinationales sont cachères. Parce que c'est perçu comme un atout Okay. en qualité. Ah, fait que c'est Ce ça. qui n'est pas nécessairement le cas, là. OK, mais c'est juste, c'est ça. C'est une perception. C'est plus du marketing. Oui, c'est du marketing. Wow. Ça. OK, nice. JP Hansen voulait savoir... non, c'est ça, la gélatine. Jonathan Harvey voulait savoir, est-ce que c'est vrai que les pommes ont une mince couche de cire qui leur permet de les conserver pendant plus de 6 mois sans pourrir et que cette couche est nuisible pour l'être humain? Cette couche-là n'est pas nuisible pour l'être humain. C'est une cire comestible. OK. C'est vrai qu'il y en a. Elle est là pour empêcher la transpiration puis la dessiccation de la pomme en entreposage, combiné à l'entreposage en atmosphère contrôlée pour éviter, en réduisant l'oxygène dans les entrepôts, pour conserver les pommes plus longtemps. OK. Pour ralentir la maturation de la pomme. Dans le fond, l'oxygène, tu sais, quand on parle d'oxydation, c'est essentiellement ça tout le temps qui fait que ça vieillit, c'est que c'est oxydé. Dans ce cas-là, c'est pas ça. L'oxygène contribue à faire mûrir la pomme. Okay. Continue à mûrir la pomme. Faut comprendre qu'une pomme, c'est une étape dans la vie. La forme qu'on mange, c'est une étape dans la vie des graines, en fait. Parce que la pomme, elle est là uniquement pour faire des graines, pour faire repousser un autre arbre. Un autre arbre. Pas pour que tu la manges. Ouais. Fait qu'il faut que tu ralentisses son vieillissement si tu veux la garder longtemps, parce qu'elle a un objectif, faire des graines. Puis les pommes, la chair de la pomme, c'est l'énergie de la graine. Ouais. Fait qu'elle continue. Fait que ce qu'il faut faire, c'est réduire la maturation en lui coupant l'oxygène pour éviter qu'elle produise de l'éthylène puis que ça mûrisse plus rapidement. Okay. Et puis, l'élément cire va empêcher les échanges gazeux d'humidité. Okay. Va l'empêcher de sécher. Ce n'est pas toxique, cette cire-là, mais en lavant la pomme, comme on le fait normalement, c'est suffisant. Okay. Puis c'est pas de l'azote qu'il y a dans les entrepôts pour, tu sais, quand ils gardent vraiment longtemps puis ils réduisent? Oui, puis tu remplaces l'oxygène par de l'azote ou du CO2. OK. En fait, pour réduire l'oxygène, il faut que tu remplaces par quelque chose. Ouais. C'est ça. Pourquoi il y a tant de sucre dans tous les produits? Je comprends des fois le sel rehausse la saveur, mais est-ce que le sucre agit de manière bénéfique autre que le goût? Le fait d'utiliser des produits de basse qualité ou nocifs à la place d'alternatives plus saines, est-ce que c'est seulement une question monétaire?
Le sucre dans les produits transformés, c'est un goût qui s'est développé dans l'industrie nord-américaine et puis c'est devenu la norme. Okay. Le sucre va couper l'acidité de certains produits. On va mettre un peu de sucre dans une sauce à spaghetti pour couper l'acidité de la tomate. C'est vraiment une question de goût, mais c'est devenu avec les décennies, c'est devenu un petit peu trop, là, je dirais. Il y a un petit peu trop de sucre un petit peu partout. OK. Fait que c'est un abus, mais en même temps, c'est ça. C'est ça que les gens C'est aiment. Ça que les gens veulent dans leurs produits. Ça l'industrie répond à ce que les gens veulent. C'est ça. Ça demeure une business, là. Oui. Faut pas penser... Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais ça demeure une business, fait que ça veut pas dire que les gens qui créent... L'industrie alimentaire n'a pas nécessairement la santé du consommateur comme premier objectif, dans le sens où... Non, on n'est pas des nutritionnistes, on est des scientifiques de l'alimentaire. On fabrique des produits pour satisfaire... Une clientèle. Fait qu'il faut pas penser essaie de pas faire des poisons, là. Ouais. Mais c'est pas Pas de responsabilité morale. C'est ça. Ouais. Mais oui, d'une certaine manière, on va pas faire sciemment des produits qui sont toxiques. Mais on fabrique des produits pour satisfaire une demande. Ouais. Fait que si tu as le choix entre la santé du consommateur ou réduire les coûts, l'industrie va peut-être choisir de réduire les coûts. Raisonnablement. C'est pas des choix qui se présentent, là. OK. Je pense pas. Moi, ça m'est jamais arrivé, là, d'avoir à prendre ce genre de décision-là. Mais tu as un objectif de réduire le coût. Tu travailles en fonction de ça, avec des ingrédients qui sont autorisés, à des dosages qui sont autorisés. OK. Donc, qui sont prouvés sans effet nocif. Mm-hmm. Puis à partir de là, ben, c'est au consommateur de ne pas augmenter sa dose de ces trucs-là. Puis de garder un équilibre dans son alimentation. Là, okay. Quelqu'un qui se nourrit de Pop-Tarts, il va peut-être avoir des problèmes. Ouais. Mais la Pop-Tart en tant que telle n'est pas nocive. Si tu en manges une fois ou deux par semaine, une fois par semaine, c'est pas bien grave. Là. OK. Mais si tu manges rien que ça, il va peut-être manquer quelque chose dans ton alimentation. Oui, je comprends. Puis tu vas peut-être avoir trop d'autres choses. Christopher Wallace voulait savoir, est-ce qu'il mange des saucisses à hot dog? Bien sûr. Oui, OK. Il dit, mais plus sérieusement, les mythes similaires à ceux sur le Cheez Whiz associés à la saucisse commerciale, la couleur, la provenance du contenu... Oui, on en avait parlé la première fois de ça. Le Cheez Whiz, c'est un produit qui a été développé pour utiliser des résidus de taille de fromage ou le brinti de fromage, comme je l'avais qualifié. Là. Quand les gros blocs sont tranchés, il y a des résidus, il y a des morceaux qui ne sont pas parfaitement carrés, il y a toutes sortes de choses. Il y a des retours de fromage aussi. Par exemple, le fromage en grains qui n'est pas vendu après 24 heures, il retourne dans les usines. Ah ouais? Ben oui. Il y en a beaucoup. Tu sais, quand il ne peut plus faire quick, là. Ouais. Premièrement, il a droit à 24 heures après avoir quitté l'usine à être sur le comptoir. OK. Tu sais, quand tu vas au comptoir d'épicerie ou de dépanneur puis tu as un petit sac, là, il ne peut pas avoir plus que 24 heures depuis qu'il a quitté l'usine. OK. Après ce 24 heures-là, il doit retourner au frigo. Ben, la plupart des grandes chaînes ne veulent pas qu'il retourne au frigo. S'il est invendu, ils le retournent. Ils le mettent au frigo, mais ils le retournent chez le fabricant. Le fabricant, qu'est-ce qu'il en fait de ces produits-là? Il en fait du Cheez Whiz, entre autres. C'est ça. Tu sais, c'est pas des mauvais produits, là. C'est des produits qui ne peuvent plus être utilisés dans le marché, dans leur forme actuelle. Ah, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Donc la saucisse à hot dog, c'est juste... Il n'y a pas de problème, mais là-dedans, comme dans n'importe quoi, il y a toutes sortes de qualités. Ouais.
Puis moi, j'en mange. J'ai jamais eu aucun problème à manger un hot dog. Je sais exactement comment c'est fait. C'est fait comment exactement? Ben, c'est formulé avec... dans les plus cheap, là, c'est de la viande désossée mécaniquement de poulet. OK. 100%. Ben, pas 100%, mais il y a du liant, là, qui est avec... Il y a de la farine, des amidons. Il y a des épices. Il y a du nitrite. Le nitrite qui donne la couleur rose, là, il est là-dedans aussi. Ça, c'est les plus cheap, en viande désossée mécaniquement de poulet. 100%. Ça, c'est de la viande désossée mécaniquement de poulet, c'est un... Quand tu découpes des poulets, par exemple, pour des chaînes, là, comme Saint-Hubert, comme au coq, là, les poulets sont coupés en ailes, les ailes sont enlevées, les cuisses sont enlevées et les poitrines sont enlevées. Il reste le cou, la colonne vertébrale, puis le trophion en bas. OK. Ça s'appelle des coups et dos. Ça passe dans une machine pour on extrait de la viande de ça. OK. Un pourcentage de viande assez important. Cette viande-là, c'est une crème rosée qui est utilisée très largement dans des saucisses hot dog, dans toutes sortes d'émulsions fines comme du bologne ou de la mortadelle. Ou ce type de produit-là. Dans une moindre mesure dans les pepperonis parce que c'est des viandes un peu plus grossières, c'est des hachages plus grossiers pour ces charcuteries-là. Mais les émulsions fines, hot dog, bologne, mortadelle, il y a beaucoup de cette viande désossée mécaniquement. C'est de la crème de viande. De poulet. Il y en a de porc aussi, de cette viande désossée mécaniquement-là. OK, fait que c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, non, pas du tout. Michel Fortin voulait savoir... et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Le jaune numéro 5 agit comme un genre de speed sur les enfants. La tartrazine. Qu'est-ce que le jaune numéro 5? La tartrazine. C'est quoi la tartrazine? C'est un colorant jaune. C'est un colorant. Oui, c'est un colorant. Carrément. C'est un colorant de moins en moins utilisé parce que, justement, il y a beaucoup d'études qui ont démontré ça, que chez certains enfants, ça générait un peu d'hyperactivité. Donc, on essaie... C'est banni dans certains pays. Au Canada, je pense que c'est encore autorisé, mais je ne suis pas certain. Mais les dosages sont très faibles, puis c'est encore autorisé, mais c'est comme beaucoup d'autres choses, les clients n'en veulent pas. Ouais. Ça fait qu'on ne les utilise pas. C'est comme le MSG un petit peu là, dont on parlait tantôt. Fait que, tu sais, dans le fond, les modes alimentaires puis l'information que les gens peuvent aller obtenir eux-mêmes, ça a du bon dans le sens où ça met de la pression sur l'industrie de changer des pratiques. Ah, ben oui. Moi, j'ai vu plein de choses qui ont changé. Les MSG. Par contre, il y a des affaires qui sont un peu farfelues. Tu sais, tout le monde est devenu intolérant au gluten à un moment donné. Ouais. Ça en était un peu fou, là. Ouais. C'est vrai que ça cause des problèmes à certaines personnes, mais ça demeure un faible pourcentage de la population, là. Ouais. Ça, c'est plus une mode, le monde est parti en peur, puis on associe le gluten à tout. Tout à fait. C'était le nouveau méchant, là. C'est un nouveau méchant à la mode. OK. Les allergènes sont... c'est bon d'avoir identifié des allergènes parce que ça cause des vrais problèmes à beaucoup de gens. Mais ça complique la vie de beaucoup de gens aussi. Mais c'est correct, tu sais. Ça c'est pas des modes, c'est beaucoup plus de l'évolution de la connaissance scientifique et de la santé publique, entre guillemets, là. Mais le gluten, ça, c'était un petit peu farfelu. Ouais, ben, c'est ça. C'est juste que c'était mal associé, puis... C'est ça, mais c'est passé comme mode, ça. Normalement, quand c'est des modes qui n'ont pas de fondement profond, ça passe. OK. C'était quoi les grosses modes? Ben, les grosses modes, c'est MSG, gluten. Actuellement, ben, honnêtement, je ne sais pas trop. Peut-être le vegan prend du poil de la bête, là. Mm-hmm. Puis encore là, ça reste marginal, à mon avis, comme mode.
On avait déjà parlé que c'est pas parce que c'est vegan que c'est nécessairement santé, parce que ça peut être aussi transformé. Ah ben oui, oui. Il y a beaucoup de végétaux qui peuvent être nocifs aussi, tu sais. Ouais. Mhm. En trop grosse dose. Tout est question d'équilibre, en fait. Hein. Si tu surdoses ou tu surconsommes n'importe quel ingrédient, ça peut te causer des problèmes. J'ai déjà entendu un toxicologue dire que même l'eau était toxique. Même l'eau pure était toxique. Si tu en bois 4 gallons par jour, tu vas avoir des problèmes. Ouais. Tu sais. Fait que c'est une question d'équilibre et de dosage. C'est ça. C'est ça. Olivier Turpin, j'ai posé la question à mes enfants. Il dit, mon fils se demande pourquoi il y a de l'huile de palme dans le Nutella. L'huile de palme. L'huile de palme est un gras saturé. OK. Ça veut dire s'il est saturé, il est solide à température de la pièce. Ce qui permet de faire une émulsion avec du cacao et puis de la noisette là, dans le Nutella, très grasse et tartinable à température de la pièce. Okay. L'autre option, c'est de le faire avec des gras trans, ce qui est encore moins bon que l'huile de palme. Par contre, évidemment, le Nutella, il y a beaucoup de facteurs environnementaux sur l'huile de palme, là, de la déforestation pour planter des palmiers, puis du travail obligatoire, du quasi-esclavagisme dans certaines plantations, dans certains pays, qui rendent l'huile de palme, qui font une très mauvaise réputation à l'huile de palme. Mm-hmm. Et aussi le fait que ce soit un gras saturé, okay. Comme le beurre, mais ça demeure un gras saturé moins nocif que les gras trans qui ont été utilisés pendant longtemps, qui étaient des gras insaturés, qui étaient saturés chimiquement par l'industrie pour faire des gras trans. Donc, c'était des gras qui, à température pièce, étaient liquides, mais que... Non, ben attends, une fois à l'origine, avant d'être modifié. C'est ça. Puis après ça, il est modifié pour qu'il devienne... Pour faire un genre de shortening, là. OK. Puis, mettons, là, les industries qui ont mauvaise presse, si on veut. Là, on parle de l'huile de palme, puis effectivement, moi, c'est ça que je pense. Là. Je pense à la déforestation, c'est à cause de la sensibilisation qui est faite, puis des gens qui militent pour ces choses-là. Ouais. C'est quoi les autres industries qui sont vraiment peut-être en dessous du radar? J'avais entendu dire que les avocats, c'est quelque chose qui est de plus en plus... c'est un petit peu dans le même... les avocats, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée. C'est quand quelque chose devient extrêmement populaire, la demande devient très, très forte, ben ça crée un déséquilibre. Les gens, ils voient une façon de gagner beaucoup d'argent, donc vont déforester pour planter des avocats. Okay. C'est un peu ça, là, tout le temps. Au Brésil, on parle de l'Amazonie, là, les gens vont déforester pour faire des gros ranchs pour élever du bœuf. Okay. Ou faire de la canne à sucre pour mettre... puis la canne à sucre du Brésil est beaucoup utilisée pour faire de l'éthanol, pour aller... l'éthanol carburant. Ouais. Tu sais, c'est une espèce de cercle vicieux qui est pas... qui est malsain, là. Fait que la déforestation. De déforester pour faire de la canne à sucre, pour faire rouler ton char. Ouais. On dirait que c'est un coup dans la gueule, puis un uppercut après, là, côté environnement. C'est ça, mais d'un autre côté, comment blâmer ces gens-là qui vivotent, là, qui crevent de faim, de trouver une source de revenus pour s'enrichir, pour augmenter leur niveau de vie, comme le nôtre. Okay. Ouais, je comprends. C'est toujours un peu difficile de lancer la pierre à ces gens-là. Là. Ah, mais c'est un bon point de vue. J'avais pas pensé qu'effectivement... Ouais, je comprends. Puis là, tu as parlé du Brésil, puis ça me rappelle juste quelque chose qu'on avait discuté, que j'avais trouvé super intéressant par rapport au jus d'orange concentré. Oui. Oui. En gros, puis là, corrige-moi, on avait la discussion de est-ce que du jus d'orange fait de concentré, pas fait de concentré, c'est meilleur, c'est pas meilleur. Moi, juste
dans la vie de tous les jours, j'avais l'impression, je me disais, fait de concentré, c'est moins bon que du jus. Sauf que tu m'as expliqué un peu comment ça se passait. C'est en fait le non-fait de concentré, il va être meilleur au goût. Okay. Souvent parce qu'il a subi moins de traitement de chaleur. Et puis, il est plus près de ce que tu trouverais en pressant des oranges fraîchement chez toi. Par contre, le problème, c'est que tu vas transporter de l'eau. Ouais. Des quantités d'eau très importantes à travers la planète. Fait que, c'est quoi le côté positif là-dedans? Peut-être que tu génères beaucoup plus de gaz à effet de serre en transportant du jus non concentré que en transportant du jus concentré. Explique le processus, dans le fond. Ouais, c'est des usines c'est des usines, j'en ai vu au Brésil, moi, c'est spectaculaire. C'est gros comme les raffineries dans l'est de Montréal. Là. OK. Puis ça ressemble à ça, d'ailleurs. C'est des immenses réservoirs, puis des tuyaux, puis toutes sortes de machins pour faire pour concentrer le jus, donc faire chauffer souvent sous vide pour ne pas chauffer trop à des températures trop élevées pour enlever les saveurs, mais chauffer pour enlever de l'eau. OK. Mais en enlevant de l'eau, on distille certains arômes qui sont récupérés par des condensateurs un peu plus loin dans les machines. C'est pour ça que ça ressemble à des raffineries. OK. Et puis, donc, tu te retrouves avec du jus concentré et des fractions de saveurs, des huiles d'agrumes, que tu peux réajouter une fois que tu reconstitues ton jus. OK. Quand il est fait de concentré, tu vas avoir du jus concentré, de l'eau et ce qu'on appelle des add-backs. C'est on ajoute des fractions distillées dans le jus concentré pour y redonner sa saveur. En fait, c'est des éléments de saveur qui ont été extraits par distillation qu'on rajoute dans le jus. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste pour ne pas transporter de l'eau. Principalement, oui, mais parce que c'est constitué d'eau à oui, combien de pourcentage, je sais pas, mais... je sais pas, là, probablement 85-88% d'eau, un jus. Fait que c'est énormément de poids que t'as pas besoin de transporter. Fait que tu peux prendre l'eau d'où est-ce que tu t'en vas, puis le remélanger là, puis tu viens de sauver des coûts de transport, là. C'est ça. Mais, tu sais, faire le bilan de tout ça, il y a de l'énergie qui est utilisée pour le concentrer au point d'origine, au Brésil, mettons, versus l'énergie pour transporter le jus dans le bateau, dans des citernes, l'énergie pour refroidir ce produit-là qui a besoin d'être pasteurisé, le jus fraîchement pressé, là, non concentré, faut le pasteuriser, il faut le réfrigérer, il faut le transporter rapidement. Donc, tout ça, là, faire le bilan, tout ça, il faut faire des calculs. Pour voir si ça s'équivaut. Si ça se tient. Là. OK. C'est ça, mais c'est complexe. Là. Roch Brisebois voulait savoir, j'aimerais connaître la raison pour laquelle les compagnies ajoutent souvent des substances laitières dans leurs ingrédients. C'est principalement pour des questions de saveur ou d'arôme, là, de goût, ou de mouthfeel, de sensation en bouche. OK. Ça goûte... Oui, c'est des ingrédients de qualité. Oui, je pense que lui... Moi, je suis vegan. Oui, c'est ça. Ça me frustre chaque fois que je vois ces ingrédients-là. C'est bien malheureux pour les véganes, là, mais ça n'est pas encore un segment de marché suffisamment important pour que les grandes multinationales s'y attardent. Ah. C'est du marketing. Là. OK. C'est les gens de marketing qui disent, écoute, c'est 1,5% de la population, je dis n'importe quoi, là, c'est peut-être plus que ça, mais ce n'est pas suffisant en termes de marché pour intéresser ces grandes compagnies-là de faire des produits qui les satisferaient. Là.
Qui n'ont pas de substance qui laitière. n'ont pas de substance laitière, là, uniquement pour... en fait, le côté désavantageux d'enlever la substance laitière dans le produit qui changera un peu le goût et vaut pas la peine pour les quelques, entre guillemets, véganes qui vont s'intéresser au produit. Ouais, pour faire plaisir à une petite minorité dans ce marché-là, portion du marché. tu risques de te mettre... De te mettre à dos une partie de ta clientèle habituelle. Lauriane Choquette, on achète notre viande hachée embellée sous vide à un ami qui a une ferme pour ensuite la congeler pour manger pendant l'année. J'ai vu que la durée pour congeler de la viande est de seulement 4 mois. Qu'est-ce qui se passe au-delà de 4 mois? Ça ne changera pas en citrouille. OK. Non, si la viande est bien emballée avec un plastique suffisamment épais, là, pas le petit cellophane niaiseux là, que c'est une livre de l'épicerie, là, suffisamment bien emballé, dans certains cas, c'est fait sous vide, c'est encore mieux. Ce qui se passe dans une viande congelée, viande, ça signifie aussi gras. Il y a du gras dans la viande. La seule composante qui va être affectée par la durée de la congélation, c'est le gras, qui va s'oxyder, devenir rance. OK. Fait que si on est sous vide, on s'aide. Il n'y a pas d'oxydation parce qu'il n'y a pas Il y d'oxygène. a moins d'oxydation parce qu'il y a moins d'oxygène. Et puis, si c'est bien congelé, il n'y a pas de décongélation, puis il n'y a pas d'échange gazeux à cause de la qualité de l'emballage, ça peut durer bien plus que 4 mois. Là. OK. C'est pas un problème. OK. Marc Denis, d'après lui, l'avenir alimentaire se dirige vers où? Les protéines d'insectes, les viandes créées en laboratoire, il parle de Impossible Meat, là, ou totalement autre chose? Toutes ces choses-là vont finir par se développer. On en est encore loin, mais tout ça existe. Les viandes qui sont clonées, c'est carrément du clone. Ça existe, mais c'est évidemment économiquement impossible actuellement. Par contre, les insectes, c'est un petit peu plus près de la réalité. Là. Ça existe sur le marché déjà, à des coûts qui sont corrects. Là. Ouais, c'est les bars NAC, là. Ouais, des affaires comme ça. Qui ont un marketing extraordinaire, by the way. Ouais, je sais pas. C'est juste, c'est écrit tabarnak. OK. C'est une barre tendre avec des protéines d'insectes dedans, puis la compagnie s'appelle NAC, fait que c'est tabarnak, puis ils le savent, là. Ben, je pense, oui, j'imagine. Moi, je trouve ça parfait. Et moi, j'y crois beaucoup à la protéine d'insectes, on dirait. Ça m'écoeure pas, moi. Non. Parce que dans le fond, c'est séché, c'est transformé en farine, puis c'est inclus dans... C'est ça. Fait que, tu sais, faut pas t'imaginer une bébite qui se promène, là, c'est pas ça. Non, c'est ça. Moi, j'ai mangé des araignées au Vietnam, là, puis c'était pas très bon. Ah ouais? Mais c'était des araignées grosses de même, là, tu sais, celles que t'aurais beaucoup aimées, là. Oui, j'ai très peur des araignées. Mon père m'a d'ailleurs empêché de sauter en bas d'un bateau parce qu'il y avait une araignée dessus. On te remercie. Effectivement. T'as mangé une araignée? Je savais pas. On soupçonne. Il y avait une affaire dans un plat ça avait plus la forme d'une araignée, mais ça goûtait pas bien bon. Ça goûtait un peu le fond de cendrier. Puis les Vietnamiens qui parlaient ni français ni anglais, ils rigolaient là, dans le fond de la cuisine. Là. Fait que j'ai toujours soupçonné là, que c'était des grosses migales, là, que c'était broyé, là, puis c'était un side dish. Là. C'est dégueulasse. C'était pas très bon. Puis écoute, la dernière question que j'avais pour aujourd'hui, puis après ça on peut parler d'autres choses, mais après toutes ces années, y a-t-il des ingrédients qui sont encore utilisés dans les aliments dans le monde, colorants, émulsifiants, produits de conservation, qu'il refuse de consommer parce que lui sait de quoi il s'agit? Ça revient un peu à des petites affaires que je ne pas, mais... Non, pas vraiment. J'ai pas ce... Je me suis jamais privé de goûter à quoi que ce soit là, à cause de la liste d'ingrédients. Ouais. Bon, c'est évident que si elle est trop longue, c'est trop... Ça va être beaucoup plus au niveau du goût, moi, que je vais être capricieux, disons.
OK. Les affaires qui goûtent trop chimiques, comme je disais, le Fruit Loops ou Ouais. des Delight. affaires... Des quoi? Du Sunny Delight, là. Tu sais, le petit jus Ah d'orange. oui, non, oui. c'est un peu infect. J'aime pas... Ouais, il y a la plupart des édulcorants, là, type aspartame, acétasulfame... Stevia, je pense. Stevia, c'est déjà beaucoup plus naturel. C'est une plante. C'est pas trop mauvais. Mais tous ceux qui sont qui laissent un goût métallique dans la bouche, là, ça, j'aime pas ça. OK. J'évite. Puis j'évite. J'ai toujours évité de le donner aux enfants, d'ailleurs. Ça j'évite pour les enfants. Là. Les produits, les diètes Pepsi, les diètes, toutes sortes d'affaires, là, ça, j'aime pas ça. OK. Y a-tu des trucs, il y a plein de trucs qu'on n'a pas mentionnés, mais y a-tu des affaires que tu te dis, hey, ça, les gens ont aucune idée de ça, ou des trucs que toi tu vois passer, puis tu te dis, faudrait que les gens arrêtent de penser ça, faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur de telle affaire, c'est juste du marketing. Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça. Là. OK, parfait, génial. Ben, on a toutes fait les questions. Merci, papa. Ah oui, déjà? Oui, moi aussi, j'ai fait comme voyons, ils ont toutes passé. Je me dis, on n'a rien oublié, je pense. Là. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Merci à toi d'avoir pris le temps encore de venir chez nous. Ben, c'est le fun. J'aime ça faire ça. Ça me garde le cerveau scientifique un peu allumé. Ben oui, mais moi, j'aime ça aussi. Puis j'aime ça jaser avec toi de ça en général. Tu le sais, là, on se parle tout le temps. Puis c'est juste de regarder les choses différemment. Puis tu m'amènes tout le temps un point de vue scientifique. Évidemment, j'ai pas les connaissances que tu as, mais j'ai juste l'intérêt puis assez pour être capable de comprendre ce que tu m'expliques puis faire ah ouais, OK, tu sais, d'avoir cette espèce de une mentalité, je pense là, d'être scientifique là, c'est une façon de raisonner, d'aborder un problème, de regarder Ouais, peut-être. Écoute, moi c'est il y a de la science, il y a de l'intuition dans tout ça aussi, dans toutes les réponses que je te donne. Là. C'est pas tout lié au fait que j'ai lu des études scientifiques qui m'ont... les réponses sont pas dictées par des études scientifiques que j'ai lues. Ouais. Peut-être, mais condensé sur 40 ans d'expérience, d'avoir vu des choses se passer dans l'industrie, de comprendre certains phénomènes. Puis c'est une espèce d'amalgame de tout ça. Il n'y a pas une étude qui dit, mettons, que ça vaut pas la peine parce que leur marché est trop petit pour les véganes, fait qu'ils vont pas l'enlever parce que c'est c'est de l'intuition. C'est plus que de l'intuition, c'est une connaissance de l'industrie, une connaissance intime de l'industrie parce que j'en ai fait partie intégrante pendant très longtemps. Ah, puis il y a un truc que je veux te parler en terminant, parce que tu m'en as parlé et j'avais trouvé ça intéressant, les sauces piquantes. Oui. Tu sais, je te parlais là, parce qu'on s'était fait un party de sauce piquante avec des amis, là, puis on mangeait ça, puis on pleurait, puis on riait. Je trouve ça bien drôle, cette nouvelle mode. Nous autres, ça nous faisait rire. Il y avait des piments forts partout, de plein de sortes. On avait tout fait pousser, puis on avait genre... Puis moi, je pense que c'était 600 000 sur l'échelle de Scoville, là, la Magnum quelque chose. Et tu me disais, à partir d'un certain point, c'est quelque chose qui ajoute dedans, qui fait que... Tu sais, tu me disais c'était pas c'est pas le piment en tant que tel, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un ingrédient qui fait que c'est super piquant, qui est isolé, puis que tu peux rajouter dans une sauce, puis que t'en mets juste comme tu veux, puis c'est ça qui fait que ça devient 600, 2 millions. L'oléorésine de capsicum. C'est ça. OK, ça c'est quoi exactement? L'oléorésine de capsicum. C'est ce que les policiers pitchaient dans la gueule des gens à Ottawa en fin de semaine. Ah ouais? C'est carrément ça. Le poivre de Cayenne qu'appelle, là? Ouais. C'est de l'oléorésine de capsicum. Okay. C'est oléo pour huile, résine pour résine. C'est un extrait de cayenne. Le capsicum, c'est la cayenne au départ. C'est un composé, une composante de la cayenne qui est sous forme d'huile et de résine. Okay. À l'usine, nous, ça arrivait en chaudière de 20 litres avec une tête de mort dessus. Là. Ouais. C'est assez rough. Puis ça, il faut que tu brasses ça, puis il faut pas que tu ailles te mettre les doigts dans les yeux après ça, parce que t'es dans le trouble. Mais ça, c'est du piquant à l'état pur. C'est du piquant à l'état pur. Ça, c'est utilisé à des dosages très, très faibles. On utilisait ça dans des assaisonnements pour des buffalo wings, des ailes de poulet.
dépendant du niveau de piquant que tu veux, là, t'en mets. Mais il faut que ce soit dosé avec des balances à 4 chiffres après le point. Là. OK, c'est super précis. C'est au millième, c'est au milligramme, là. OK. Dans des bassins. Oh, pardon. Ouais, super. Dans des bacs, dans des mélanges de 1000 kilos, tu vas aller chercher quelques grammes là, ou quelques milligrammes. OK, fait que c'est... Pour doser. Faut pas que tu y ailles fort, là, parce que ça devient très, très, très piquant. Puis même, ça va dans l'environnement de l'usine aussi. Ouais. Et si c'est trop piquant, là, les employés dans l'usine se mettent à pleurer, puis c'est pas le fun. OK, c'est ça, c'est puissant. Oui, c'est très, très, très puissant. Puis dans les sauces piquantes, justement, cette espèce de mode-là, de genre, ma sauce est rendue plus piquante, puis je suis rendu à 2 millions sur l'échelle de Scoville. Tu me disais qu'il y a-tu un certain point où t'es comme, bon, même le piment le plus fort, il va se rendre jusque-là. À partir de là, c'est juste, il rajoute ça pour... Je suis pas un expert dans ces choses-là, mais honnêtement, je trouve ça un peu risible. Là, mais ouais. Je comprends pas pourquoi on veut se faire du mal avec ça. Non, je vous regardais vous auto-assassiner là, dans votre party, là, puis je trouvais ça un peu excessif. Ouais, mais c'est ça le fun, en fait, c'est de regarder tes amis souffrir, puis ouais, il y a quelque chose... C'est un fun que je comprenais pas. Ouais, c'est peut-être générationnel. On avait du fun. On avait vraiment du fun. Puis à un moment donné, t'as vraiment comme une espèce de sérotonine là, qui embarque, là, puis t'as une espèce de buzz après. C'est tellement fort que tu... OK, c'est une drogue, en fait. Ouais! Écoute, moi, tu sais que je consomme plus, fait que tout ce qui me reste, c'est me lever rapidement pour avoir plus de sang dans la tête et être un peu buzzé. Puis moi, je connais juste le pote des années 70 qui était littéralement du foin. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est autre chose. Ben, c'est ça. Les temps ont changé. Les temps ont changé, on dirait. Ben, merci beaucoup, papa, d'avoir pris le temps de venir me jaser de tout ça. Ça m'a fait bien plaisir. C'était Jean Rivard. Puis si vous avez aimé ça, commentez, posez des questions. Peut-être qu'on va en faire un autre un jour. Je vais les accumuler. Peut-être des trucs qu'on n'a pas répondu. Puis ben là, on va prendre un café puis on va jaser de la vie de tous les jours. C'est ça. Ouais. Je t'aime. Moi aussi.